Bonjour et bienvenue à la croisée des mondes dans ce nouveau podcast intitulé Fréquences de guérison et bains sonores. Quels sont les bienfaits du son ? Comment fonctionnent les fréquences et de quelle façon influencent-elles notre physiologie et notre psyché ? Pourquoi vibration rime avec guérison ? Inexploré vous invite à un voyage en 3 parties pour découvrir la puissance de la sonothérapie. Afin de profiter de l'intégralité de ce podcast, soit 1h30 d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à Inexploré Digital. Grâce à notre application, vous pourrez télécharger tous nos podcasts et les écouter quand vous voulez. Vous bénéficierez aussi de toutes nos ressources, articles, dossiers et magazines numériques. Plus qu'un média, Inexploré est votre boussole pour vivre en harmonie, votre label de confiance entre science et spiritualité, entre visible et invisible, au cœur des mystères du monde. Pour découvrir la thématique du jour, voici dès maintenant François-Marie Dru, musicothérapeute. Avec lui, découvrons comment la sono et la musicothérapie produisent leurs bienfaits. Bonjour François-Marie. Bonjour Thierry. Avant d'aller un peu plus dans le détail, c'est quoi le chant diphonique et qu'est-ce que ça apporte finalement ? C'est une forme de chant qui existe dans plein de cultures, mais qui est assez connue en Mongolie. C'est le diphonique, il y a 2 sons, donc c'est juste émettre un son continu, et il y a des harmoniques qui vont ressortir. Donc c'est pour ça que parfois on appelle ça aussi du chant harmonique. Les harmoniques, c'est les fractales acoustiques du son. On entend le son, c'est la fréquence. Si c'est une fréquence de 110 Hz par exemple, on va entendre l'harmonique au-dessus qui va être juste multiplié par 2. On va entendre 220, 330, 440. Et là, quand vous faites ça, il y a vraiment 2 sons en même temps ou c'est un coup l'un après l'autre ? Non, c'est... On entend tout le temps cette note-là, mais on entend d'autres notes. En simultané. En simultané. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes entraîné à faire ou tout le monde peut le faire facilement ? Souvent, dans mes formations, j'apprends en 5 minutes à le faire. Ah oui, d'accord. Tout le monde peut le faire, oui. Très rapidement. Ça me fait penser à l'EMDR, vous savez, cette technique de psychologue où on fait travailler l'hémisphère droit et gauche un petit peu en reconnexion. Et là, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Ça crée une forme, oui, d'hypnose sonore. Ça va harmoniser la personne. J'aime beaucoup l'apprendre parce qu'en entendant ça, on entend le langage de l'univers. Parce que les harmoniques, ils sont là à tous les niveaux. Ils sont là dans les niveaux d'énergie des atomes, dans les distances entre les planètes. C'est le langage de l'univers. Donc quand on l'entend, on entend la musique du cosmos, qui veut dire l'ordre initial. Donc ça nous rappelle nos cellules adorent et puis ça apaise. Il n'y a pas besoin d'être musicien, on entend la musique se manifester par elle-même. Alors c'est marrant parce que ça nous a touché avec notre ingénieur du son Sébastien. C'est pour ça que je vous ai dit, finalement on va commencer cette interview avec le son, parce que quand François-Marie est arrivé, il a sorti son bol, il a commencé à faire ça, puis on s'est dit commençons l'interview avec tout de suite, parce que ça pose, hein. On peut parler du son ou juste l'écouter, et il parle par lui-même, c'est sûr. C'est clair. Alors, quelle est la différence entre, parce que vous êtes les deux, sonothérapeute et musicothérapeute, quelle est la différence entre musicothérapie et sonothérapie ? Il y a peut-être une nuance quand même. Il y a des nuances que je ne saisis pas forcément, mais c'est pas très important. Mais quand, par exemple, j'utilise un diapason sur un point d'acupuncture ou sur un blocage, le diapason, c'est juste une seule fréquence. Donc, il n'y a pas de musique et puis on ne l'entend pas. Donc, c'est l'utilisation du son, évidemment. La musique, c'est des combinaisons de sons. Donc, parfois, c'est pas... Alors que quand on fait un concert harmonisant, un bain sonore, c'est bien plus musical, bien plus artistique dans un sens, mais il y a une approche, toute l'approche qui combine neurologie, neurosciences avec la musicothérapie. Là, c'est plus de la sonothérapie. Par exemple, on sait que le 40 Hz est une fréquence incroyable pour ralentir la neurodégénérescence. 40 Hz, on l'entend, mais on va pas faire de musique avec, on va juste l'écouter. C'est du son, et donc c'est de la thérapie par le son, pas forcément de la musique. Et est-ce que les fréquences qu'on n'entend pas avec notre oreille humaine sont plus puissantes ou pas forcément parce qu'on les entend ou parce qu'on les entend pas? Ça change pas grand-chose ou ça a quelque chose qui change? Il y a
On peut répondre de plein de façons. Évidemment, les ultrasons sont énormément utilisés. Quand on va chez le dentiste, il y a des ultrasons, il y a des opérations chirurgicales où on utilise des ultrasons. Il y a certains cancers qui sont soignés, on irradie certaines cellules cancéreuses avec des ultrasons. Les infrabasses aussi sont très intéressantes. Les fréquences assez basses, donc voilà, justement des sons à peu près à cette hauteur-là, mais diapasons, par exemple, que j'utilise sont des sons assez bas. Oui, ils vont avoir des vertus différentes. Chaque son a la même intelligence, c'est-à-dire qu'il a justement ses harmoniques. Si je prends beaucoup plus aigu, il y aura toujours les mêmes rapports mathématiques et la même intelligence dedans, les mêmes rapports vibratoires. Sauf qu'il y a certains sons qui rentrent plus ou moins en résonance, donc il va avoir un effet sur les cellules différents parce que voilà parce que la vibration de l'organe est différente, les ondes cérébrales sont différentes, donc ça va avoir des effets différents. C'est pas pour ça que le son en lui-même a un effet, il a un effet à un certain niveau. Donc c'est toujours ce principe important à comprendre, c'est le principe de résonance. C'est la rencontre de deux ondes. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Quand on a une boîte à outils, des fois il faut prendre un tournevis pour la vis et puis il faut prendre un marteau pour le clou. Très bonne analogie. Le marteau n'est pas mieux, mais pour planter un clou, c'est pratique. Donc le son et la musique ont été utilisés pendant des siècles dans certaines traditions. Ça pourrait contribuer ou ça contribue déjà à l'émergence d'une nouvelle médecine, mais est-ce que ce ne serait pas finalement une ancienne pratique retrouvée aujourd'hui, qu'on remet au goût du jour grâce à des gens comme vous? Oui, c'est évidemment, c'est pour ça qu'intuitivement, il y a beaucoup de personnes qui se ouvrent à nouveau là, parce que si c'est dans l'air du temps, c'est dans la conscience collective, il y a énormément de cultures, il y a certaines cultures où le mot médecine et musique veut dire la même chose. Donc c'est surtout dans nos cultures occidentales, on a un petit peu fait séparer les choses, segmentariser les choses progressivement, et voilà, la thérapie, c'est pas de la musique, mais voilà, ça devient une discipline, mais la musique en elle-même, quand on rentre chez soi, on est fatigué ou on a besoin ça va nous faire du bien. Donc, quand faire du bien, c'est un mot générique, mais il y a des réactions électrochimiques dans le corps, il y a sécrétion d'une certaine chimie, il se passe beaucoup de choses. Et oui, plein de cultures à travers le monde avaient vraiment cette compréhension et utiliser le son pour soigner. Après, même, on va dire, pas forcément ancestrales, mais tous les mantras ou les pays où on chante, on utilise la voix sans que ce soit forcément une expression artistique d'un chanteur d'opéra ou pop, mais juste utiliser la voix, des sons continus, a un effet incroyable des effets qui sont mesurés maintenant dans les neurosciences pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Voilà, un moine tibétain n'a pas besoin de le comprendre en termes scientifiques pour ressentir à quel point ça fait du bien. Donc j'amène moi les gens à utiliser leur voix, à se poser et peu importe le mantra, peu importe la voix qu'on a, utiliser le son et ressentir l'effet. Et donc oui, il y a une résurgence de ça, mais c'était compris par plein de cultures évidemment. Et comment ça fonctionne? Vous m'avez parlé d'électrochimie, ça veut dire qu'il y aurait physiquement, comment c'est expliqué finalement, scientifiquement? Le son, on l'entend, évidemment, il passe par les oreilles. Souvent, quand on parle de musique, on n'imagine que l'oreille, évidemment. Donc le son, là, c'est mes cordes vocales qui vibrent, mais c'est pas électromagnétique. C'est une onde, l'onde acoustique, elle est mécanique, exactement comme une vague. C'est une onde de pression dans les molécules d'eau, mais c'est pas électromagnétique. Par contre, hop, ça arrive jusqu'à l'oreille, ça fait vibrer le tympan, et là, il y a une réaction électrochimique et ça va déclencher toute une cascade de réactions chimiques dans le cerveau qui vont faire que je me sens bien, ou voilà, un klaxon, ça va me stresser, ça va me faire, dans la microseconde, générer de l'adrénaline pour que je sois vigilant à la seconde même, ou de la musique apaisante va faire le contraire, va progressivement faire sécréter une chimie. Les molécules du bien-être, la sérotonine, dopamine. Donc ça a toujours été compris, ressenti. Maintenant, on le mesure très concrètement. Est-ce qu'il y a des sons, vous parliez de klaxon, qui sont négatifs? Bon, un klaxon, ça nous fait peur, ça nous met un petit stress. Mais est-ce qu'il y aurait... Autant il y a des sons visiblement qui sont bénéfiques pour notre psychologie, pour notre physiologie. Est-ce qu'il y a des sons qui pourraient être destructeurs même? Si le son est créateur, on parlait du fait qu'il y avait d'anciennes cultures qui comprenaient ça. Oui, au commencement était le verbe, Nada Brahma, le son créateur. Si le son est créateur, il génère la physique
qu'on voit devant nous, il peut être, s'il est créateur, il est destructeur. Donc après, ça dépend de l'amplitude du volume. Mais il y a des armes soniques, il y a certaines manifestations qui sont, comment dire, on écarte les manifestants en envoyant des ultrasons, donc on les entend pas, mais avec une intensité assez puissante, ce qui fait que ça dérange les personnes à un point où elles ne se sentent pas bien, elles se déplacent. Il y a beaucoup autour des ambassades, pareil, des ultrasons. On en envoie plusieurs, c'est-à-dire on met une fréquence, mais on va mettre une deuxième fréquence pour créer un intervalle très très dissonant, et on l'entend pas, mais on se sent pas bien, et donc bien sûr que c'est compris par depuis très longtemps. Donc on peut, alors déjà on peut. Il y a une expérience, cette expérience du docteur Gaveau, je crois, le professeur Gaveau. C'est un énorme sifflet, c'est de la fin du 19e en France, dans un laboratoire, avec de l'air à pression, et ils ont sifflé, et tous les ingénieurs sont morts dans le laboratoire. L'impact sonore peut, si c'est un volume très très fort, peut tuer. Après, justement, donc, quand on comprend ça, il y a une conscience de comment on dirige, comment on administre, comment on dirige, à quel volume, quelle fréquence le son. Mais quand on comprend le principe de résonance, c'est, voilà, comment ça se fait qu'un poste, c'est comme ça que marche la radio. Je fais vibrer l'antenne réceptrice à une certaine fréquence, et elle va recevoir ce qu'envoie l'antenne émettrice dans une certaine fréquence. Ça marche comme ça entre nos cellules, ça marche comme ça entre deux êtres humains, ça marche comme ça entre tout, parce que tout vibre, donc tout peut avoir un échange vibratoire, il y a un échange d'informations. Donc on comprend le principe de résonance, voilà, la recherche contre le cancer avec les ultrasons, ils ont identifié que, par exemple, une cellule cancéreuse dans tel organe, dans le foie par exemple, elle va vibrer plutôt à cette fréquence-là. Si je lui envoie cette fréquence-là, elle va vibrer, ça va l'exciter à un point où le cytoplasme, c'est-à-dire la peau de la cellule, c'est trop pour elle, et comme une bulle de savon, elle va exploser. Donc c'est pas que ça la tue, mais ça l'excite tellement que ça la fait exploser. Et donc on peut traiter certains cancers, certaines cellules cancéreuses de cette manière-là. Donc oui, c'est le principe de résonance qui est très important de comprendre. Merci beaucoup François-Marie Drude. Merci Thierry. Le physicien Patrick Drouot nous offre diverses anecdotes et explications sur ce qu'il appelle la médecine vibratoire et la guérison quantique. Est-ce qu'un jour on pourrait se faire prescrire des bandes son ou des fréquences par son médecin traitant comme ça, comme l'homéopathie, comme un traitement médical? Je le crois, hein, si vous voulez. Une fois encore, hein, une pathologie, si vous voulez, c'est un signal. Un signal, c'est une fréquence. Donc, si vous trouvez, par exemple, des sons qui ont des résonances et des fréquences particulières, vous pouvez, si vous voulez, restructurer toute la fréquence organique. Hein, ça a été le principe, si vous voulez, du son que j'ai créé il y a 20 ans maintenant. Mais... Alors, c'est celui qu'on entend là, derrière. Exactement. C'est celui-ci, et Exactement. Qui est disponible. Je rappelle aussi que vous avez, au-delà de la révolution de la médecine vibratoire, la possibilité d'effectivement vous procurer le guide pratique de la cohérence cardiaque. C'est ce qu'on est en train d'écouter en fond, là, depuis tout à l'heure. Oui. Alors, vous pouvez m'expliquer l'origine de ces fréquences, pourquoi vous les avez réalisées, comment et qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Parce que je crois que, d'ailleurs... il me faut 2 heures de plus. Alors, on vous recommande de vous procurer le guide pratique de la cohérence cardiaque. En tout cas, je crois savoir que grâce à ces fréquences-là, il y a des résultats dans des salles d'opération... C'est incroyable, Thierry. Qui fonctionnent à merveille grâce à des collaborations que vous faites avec des chirurgiens. Alors... Si vous voulez, les molécules des cellules vont réagir à certaines fréquences, et c'est une gamme de vibrations émises par les photons et va engendrer une variété de fréquences dans d'autres molécules du corps. Alors j'explique un petit peu. À la fin des années, je résume, hein. À la fin des années 70, il y a eu un couple de neurophysiologistes, John et Béatrice Lassay, qui ont découvert qu'il y avait un petit cerveau dans le cœur, hein, qu'il y avait un petit réseau de neuronale. L'idée a fait son chemin, et donc ils ont démontré plusieurs choses. Premièrement, qu'il y avait un petit cerveau dans le cœur. Deuxièmement,
que c'était le cœur qui pilotait le cerveau, enfin le néocortex et pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsque le néocortex envoyait des informations vers le cœur à travers des routes neuronales qui ont été parfaitement identifiées, eh bien le cœur ne suivait pas toujours. Alors que lorsque le cœur, à travers son petit cerveau, envoyait des informations vers le cerveau suivait. C'est vraiment le fantôme caché derrière la machine. La deuxième chose la troisième chose, parce que la première chose c'était le petit cerveau, la deuxième c'est les informations, c'est le cœur qui envoie, etc. Et la troisième, qui était vraiment importante, c'est que ils ont trouvé un signal cardiaque que les cardiologues ne connaissent pas, enfin beaucoup, qui s'appelle le taux de variabilité cardiaque. Alors, c'est très simple à expliquer. On est, si vous voulez, là dans un environnement calme, on est tranquille. Je prends votre tension. Vous allez avoir, par exemple, 125 de systolique et 70 de diastolique, ce qui est une bonne tension normale. Si je reprends votre tension dans 5 minutes, vous allez être, par exemple, à 115, 82. Je la reprends, etc. Mais quand j'ai appris ça et quand j'ai entendu parler du taux de variabilité cardiaque, je me suis dit, mais là, on entre dans la science du signal. Alors, les ingénieurs télécoms et les physiciens connaissent. Et je me suis dit, mais si j'arrive à avoir une résultante de cette variabilité cardiaque, je peux créer un son qui, lui, devrait être constant. Parce que ce que les recherches en neurocardiologie ont démontré, et la neurocardiologie est enseignée à Harvard depuis au moins une vingtaine d'années, et donc on a un retard considérable en France et ailleurs, alors que les Américains, ils connaissent bien tout ça, eh bien... il a fallu, si vous voulez, comprendre qu'on pouvait créer un son. Pourquoi ? Parce que les études ont révélé que à peu près 80 à 90% des gens avaient une incohérence neurocardiovasculaire. C'est-à-dire, vous prenez une sinusoïde, c'est une courbe, il y a une amplitude, une hauteur, et donc, au lieu d'avoir à peu près une même hauteur, si vous voulez, en amplitude, en fait, comme il y a une variabilité de la tension continuelle, vous avez une courbe qui est très hachée. Ça veut dire que notre cœur envoie un signal incohérent à notre néocortex qui va le répercuter à toutes les horloges biocorporelles. Voyez ? Alors ça, c'était la première chose. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux créer un son qui permettrait au cœur d'envoyer un signal cohérent ? Donc, dans la pratique, enfin, si vous voulez, dans le langage courant, on parle de cohérence cardiaque. Mais, si vous voulez, techniquement, on va parler de restructuration neurocardiovasculaire. Vous avez la capacité d'apprendre, Thierry, comme tout le monde, et donc cette capacité d'apprendre s'appelle la plasticité neuronale. C'est-à-dire que j'explique quelque chose et vous allez dire « Ah, ok, c'est comme ça que ça marche. » Maintenant, on a découvert que le cœur avait une plasticité neurocardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il était aussi, lui, capable d'apprendre. Et donc, je me suis dit, si je crée un son qui est complètement cohérent, un signal, et si je le fais absorber par notre cœur, il va se restructurer, il va apprendre à fonctionner. Au lieu de partir en vrille comme il le fait régulièrement, eh bien, on va avoir un signal cohérent. C'est pour ça qu'on écoute ces fréquences. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs soirs de suite. On se sent bien. Je dirais même il a pu m'arriver de partir en état modifié de conscience. Puis alors, on dort très bien après ça. Complètement. Et moi qui fais des soins énergétiques, j'ai l'occasion de les mettre en fond sonore. Et je peux vous dire que j'ai une impression que ça amplifie l'efficacité des soins, comme vous avez pu l'apercevoir dans des blocs opératoires en vous-même. Alors, si vous voulez, Thierry, moi j'ai mis à peu près 10 à 15 ans, et encore, je crois que j'en ai encore pas fait le tour, puisque j'ai créé le son en 2004-2005, donc ça va faire 20 ans. Je comprends encore des choses. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, je voyais simplement un mieux-être. Je voyais, par exemple, un jour, je rencontre quelqu'un que je connais avec la main bandée.
Ça faisait quoi, 1 an que j'avais créé le son. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, écoute, c'est bête, hein, tu sais, la friteuse, elle s'est renversée sur ma main. J'ai l'huile de friteuse, etc. Je lui dis, ça t'est arrivé quand? Elle me dit, écoute, il y a 3 jours. Et puis bon, la main est rouge, elle est gonflée, je mets de la pommade. Et donc, je lui dis, écoute, on va utiliser le son. Je vais te faire écouter le son. Et tu vas imaginer que ta main absorbe le signal cardio-électromagnétique généré par le cœur pour restructurer ta main. 3 jours après, la main était revenue blanche. Alors, des choses comme ça, je l'avais vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire des accélérations tout à fait anormales de cicatrisation. Par exemple, à Rio, j'ai été invité par un hôpital pilote qui s'appelle São Vicente, Saint-Vincent, et donc j'ai été invité à assister à une opération, enfin un triple pontage cardiaque. Donc, si vous voulez, c'est impressionnant parce que on entend des bruits de menuiserie, hein, on scie la poitrine, il y a les écarteurs, et c'est émouvant parce que quand on n'est pas médecin ou cardiologue, ou chirurgien, il y a ce cœur qui est là et ça saigne pas beaucoup finalement, mais c'est émouvant de voir ce cœur qui bat dans la poitrine. Donc ensuite, si vous voulez, c'est une grosse opération qui dure 4h30. À un moment donné, ils arrêtent le cœur, ça passe par un cœur artificiel, etc., etc. Et donc, la semaine qui a suivi, on a été invité avec ma femme chez le cardiologue et l'autre chirurgien, ils sont 2 à travailler. Et donc, à un moment donné, Carlos me dit tiens, ton patient, il est sorti de l'hôpital. Alors, je dis, c'était pas mon patient. Il me dit, t'étais là pendant l'opération, donc c'était aussi ton patient. Bon, mais je dis, mais il est déjà sorti. Il me dit, oui, au bout de 3-4 jours, il y a une accélération de la cicatrisation complètement anormale. Il est sorti au bout de 5 jours. Et dans cette opération, justement, ces fréquences-là qu'on est en train d'écouter étaient diffusées dans la salle, c'est ça? Ouais. Alors, si vous voulez, la question, c'était pourquoi? Pourquoi? Parce que il fallait comprendre. Alors maintenant, j'explique. Il y a un universitaire allemand, un prof de fac qui s'appelle Fritz Albert Popp. Et Popp avait découvert que lorsqu'une plante était blessée, elle avait la capacité de se régénérer. Alors bien sûr, si elle est complètement déchirée, il n'y a plus. Mais si une feuille, par exemple, si vous voulez, est légèrement déchirée, la plante va émettre de la lumière. Et donc, dans les années 70 et 80, donc, si vous voulez, il a pu mesurer la longueur d'onde des photons émis par une plante blessée. Avec ses étudiants en postdoc, il a créé une bécane qui s'appelle un photodémultiplicateur. Et donc, il a démontré que lorsque nos cellules étaient fatiguées ou malades, eh bien, elles avaient la faculté de générer des photons. Donc ces photons ont été appelés des biophotons, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre corps, il y a une activité lumineuse. Maintenant, on a commencé à soupçonner que lorsque vous étiez en cohérence cardiaque, il y avait une surproduction biophotonique à l'intérieur de notre corps. Maintenant, dans le monde des particules, de la physique quantique, c'est quoi le photon? Le photon, c'est le chronopost, c'est le facteur, c'est le FedEx. C'est lui qui va envoyer l'information d'une particule vers une autre. Quand vous êtes en cohérence cardiaque, vous avez une surproduction biophotonique à l'intérieur de votre corps et à ce moment-là, vous allez avoir vos 7 cerveaux qui vont fonctionner ensemble. Et vous fonctionnez, votre organisme fonctionne comme un orchestre symphonique. Alors maintenant, je continue encore. On m'avait branché sur quelque chose, Thierry. La sonothérapeute Mélanie Zadeh nous parle de bains sonores et nous fait profiter de ses enregistrements de gongs et autres bols de cristal, entre autres. Vous utilisez les ondes de forme, donc la géométrie sacrée, et les nombres sacrés. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de ça? Et pourquoi vous faites ça? Alors, tout à fait. Alors,
Pour plusieurs raisons. Déjà, moi, j'adore la nature. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je me suis retrouvée même en Antarctique pendant 5 mois sur un bateau dans ma carrière de réalisatrice. Donc, j'ai observé vraiment la nature. Et je trouve que dès qu'on est un peu perdu, on a la clé dans la nature et la beauté. La beauté de la nature. La nature, on ne lui reproche pas d'être belle. On ne lui reproche pas d'avoir plein de fleurs. On est émerveillé devant des paysages de nature, que ce soit l'eau, les forêts, la montagne. Et dans la nature, on retrouve les nombres. On les retrouve notamment avec la suite de Fibonacci. C'est partout. Et les nombres, par exemple, aussi dans mes gongs. Un gong, c'est quelque chose de rond et on peut partager en fait le gong en plusieurs parties et on retrouve aussi le chiffre 9 partout. Par exemple, 9, c'est pour avoir un enfant. L'enfant, quand il est né, il met 9 mois à l'intérieur de la mère. Quand on découpe le gong aussi, c'est une sphère à 360 degrés, enfin un rond à 360 degrés. Donc, si on fait 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. Donc, mais il est visé comme une cible de tir à l'arc, par exemple ? Alors, ou en partie camembert ? En partie camembert. Ah bon ? Voilà. Et fonction de si vous tapez en haut, en bas, à droite, à gauche, ça va pas être le même son. Exactement. Mais c'est fou ça, pourtant on dirait que c'est un disque plat homogène. Oui, mais suivant où on tape et comment on tape, on frappe, ça va être différent. Et moi, j'utilise aussi les énagrammes donc, que j'applique dans les gongs. Et aussi avec le nombre de bols tibétains que j'apporte, le nombre de bols de cristal que j'apporte, parce que vraiment, les nombres, c'est partout. Je parlais de la nature, mais c'est vraiment partout. Et la suite de 1 à 9, c'est vraiment un chiffre à chaque fois. Après, on passe à 10, mais le 10, ça fera 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on retourne toujours sur cette suite de 1 à 9. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les chiffres et là-dessus, mais après, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je joue avec aussi Pi, 314, avec Phi, 1,618, le nombre d'or. Oui. Et donc, en fait, je partage mes gongs, mes bols de cristal, mes bols tibétains, avec tous ces nombres. C'est en fonction de comment vous les positionnez dans la salle ? Comment vous, manifestement dans la matière, comment vous recréez ces chiffres-là ? Des chiffres, c'est subtil, enfin ça n'existe pas à part dans notre cerveau. Alors les gongs, je divise, par exemple, on prend un gong, c'est rond. Donc comme vous parlez du camembert ou un énéagramme pour ceux qui connaissent, ils sont imaginés, mes chiffres. Donc, ça me fait comme une plateforme où je sais exactement où sont mes chiffres. Et ensuite, en sachant ça, je vais jouer 1,618, 3,14 sur mes gongs. Là, pour parler que des gongs. Et pour les bols de cristal et bols tibétains, alors on me reproche souvent d'emmener beaucoup de matériel. Je peux jouer avec un seul, évidemment. Sinon, vous ne pourriez pas avoir d'aussi jolies photos avec ce set. Vous appelez ça mon set. Et oui. Parfois, il est plus petit, parfois, il est plus gros. Mais juste pour le plaisir des yeux, je ne sais pas si Sébastien, tu as regardé, hein, je parle à notre ingé son, les photos. Il va scruter, bien sûr, Sébastien, les sites internet de nos invités. À chaque fois, les photos sont splendides et vous ne pouvez pas vous en passer. Vous en mettez même autour de la salle, hein. Vous vous baladez dans la salle, parfois, pas toujours, mais pour aller faire un petit coup de son à chacun d'entre nous quand on est avec vous. En fait, j'ai aussi suivi donc, l'Institut Monroe avec Dominique Lussan. Et donc, j'ai étudié le binaural. Et quand je fais un bain sonore, j'aime bien déjà un bain sonore en collectif, parce que j'en fais aussi en individuel, des soins des séances de sonothérapie. Mm-hmm. Mais en collectif, j'aime bien que chaque personne qui vient, elle est un. On est un au collectif, mais on est un individu. Et que tout le monde en est pour son argent. Et puis aussi, ça fait travailler le binaural. Quand j'en mets dans toute la pièce, on va être à droite, à gauche. Et du coup, les retours des gens, ils s'affluent où ils sont. Du coup, on se sent un peu... On n'est plus dans l'espace. Enfin, on est toujours dans l'espace, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pourrait, les yeux fermés, ne plus savoir où on est. Et tant mieux, on lâche... C'est quoi l'objectif ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a
donc j'aime bien faire des guidances verbales au début aussi, des respirations pour mettre dans un état déjà de lâcher prise, préparer le corps, lâcher le mental. Et quand je mets plein de bols tibétains dans toute la pièce, ça fait travaille donc le binaural. Donc en binaural, en Monroe, on voit que la différence d'une fréquence à droite avec une différence de fréquence à gauche, la différence sort par le cerveau et c'est là qu'on est en état modifié de conscience. D'accord. Donc on peut soit s'endormir profondément, ça arrive beaucoup, faire être juste bien, faire des voyages, avoir des visions ou carrément faire des sorties de corps. Et j'ai aussi très des trans de temps en temps. Il y a des gens qui partent un petit peu en live, comme on dit. Tout à fait. J'ai des réactions du corps énormes. Et j'ai aussi des personnes qui ont l'habitude de faire l'ayahuasca, par exemple, qui sont venues et qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, on ressent exactement la même chose sans prise de substance. » Et donc là, pour moi, je me dis « C'est fabuleux. » Je peux vous dire que c'est... Alors moi, j'ai pas vécu quelque chose d'aussi extraordinaire, malgré des états modifiés de conscience très agréables. Mais je savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à effectivement avoir des ressentis de l'ordre de la prise d'ayahuasca que je ne connais pas, je n'ai jamais fait, mais je me doute bien que l'ayahuasca, on dit souvent que c'est une grosse expérience. Et vous avez eu des cas comme ça, rien qu'avec les sons. D'où la puissance du son quand même. Hein. Peut-être la médecine du futur, le disent certains. Vous en pensez quoi ? Alors moi, vous n'allez pas me dire non. Mais... alors je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est du futur, mais en fait, je rajoute aussi que c'est une médecine qui est oubliée. Ouais. Ça a toujours existé. On disait, alors il y a un peu il y en a qui sont d'accord, pas d'accord, mais on disait au début était le Verbe de l'Évangile selon Saint Jean, Tesla qui en a parlé, Einstein qui en a parlé, et il y a aussi Pythagore. Pythagore, ça date de moins 580 avant Jésus-Christ. C'est pas de maintenant. Et lui, c'est lui qui a inventé la gamme musicale qui existe maintenant. Donc on l'approprie à quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est lui qui l'a inventé. Lui, on lui approprie souvent le théorème de Pythagore et c'est pas lui. Lui, il a fait que répéter quelque chose qui existait déjà. Mais donc, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et les planètes, par exemple, moi, je travaille aussi avec des fréquences des planètes. Je m'intéresse vraiment, je fais très attention au choix de mes instruments et qu'est-ce que ça raconte. Ouais. Et donc, la fréquence... alors, on peut toujours mettre en doute ça, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Moi, toujours ça, je dis, moi, j'ai envie d'essayer. Ça marche pas. Je peux être sceptique aussi, mais... Est-ce que ça me fait du bien ? Qu'est-ce que je ressens quand je le fais ? Ah oui, et les retours souvent que j'ai aussi, c'est « Ah, je me suis retrouvée dans l'espace, je sentais plus mon corps, je savais plus où j'habitais. » Et pour moi, ça s'est gagné. Il y a aussi lâcher le mental pour ceux qui ont envie, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, mais c'est chacun va à son rythme. Mais c'est lâcher le mental. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est lâcher l'ego, et se retrouver aussi dans le « je suis », dans l'être. C'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, mon site internet, j'ai appelé ça « je suis », parce qu'avec tout ce que j'ai fait comme thérapie et comme recherche, c'est vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à l'intérieur de soi, et ça ne ment pas. On est nous, je suis moi, je suis, point. Et c'est magnifique. Et c'est vrai que même si au début comme toute séance, on est encore dans le mental, des fois je me dis zut, je passe à côté de bain sonore là avec Mélanie, j'aimerais bien sentir quelque chose. C'est pas grave, peut-être au bout de 15 minutes, 20 minutes, ça y est, le mental s'en va et on est dans vos gongs. Là, on a l'impression que les gongs sont en nous, qu'on est eux. C'est vraiment extraordinaire. Vous parliez de choix. Quelqu'un qui veut acheter, comme vous l'avez fait il y a quelques années, votre premier bol, comment... Alors, on pourrait faire des écoles de sonothérapie, etc. Mais moi, je vais dans un salon. Si je ne vous connais pas, comment choisir son bol, un premier instrument, au feeling, avec le conseil du vendeur? Alors, ça dépend l'utilisation que vous en avez. Est-ce que c'est pour vous-même, pour la maison, pour faire joli, pour prendre la poussière? Non, je rigole. Oui, mais il y a de ça aussi. Voilà, pour mettre des fleurs, de l'eau dedans. Voilà. Est-ce que votre budget... Combien vous avez? Ça, c'est très terre à terre, mais c'est à prendre en compte. Est-ce que vous voulez faire des soins? Est-ce que vous voulez en faire pour votre famille, vos amis?
Donc ça, on parle de bol de cristal ou tibétain? Peu importe. Un instrument. Après, parce que les Tibétains, c'est savoir si on veut le poser aussi sur nous, si on veut... moi, je fais hyper attention à la chaîne de fabrication, donc fabrication, vendeur, jusqu'à moi, parce que je crois vraiment, c'est comme la nourriture. D'accord. Moi, j'aime bien manger bio, je suis végétarienne, j'aime bien savoir d'où viennent chaque aliment, je remercie avant de manger. Ben, c'est un peu pareil avec les instruments, savoir qui y a derrière, est-ce que s'il y avait une bonne intention, est-ce que la personne qui vend prend soin de ses instruments, est-ce qu'elle elle met de l'amour là-dedans? Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital pour découvrir l'intégralité de ce podcast sans aucune publicité. Et des milliers d'autres ressources, articles, dossiers, magazines et podcasts sur notre site ou notre application. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible. On vous attend sur inexploré.com. Merci encore de nous écouter. Nous espérons que cette série vous a plu et vous inspirera. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies, Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. En tant qu'abonné, vous contribuez ainsi à une aventure unique pour faire évoluer les pensées et la société. Alors surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. Merci à vous et à bientôt sur Inexploré Digital.